bienvenue dans Territoire. Cette semaine, notre thématique, c'est les métiers d'art rares. Et nous commençons avec Didier Dussert à Saint-Chapt, dans le Gard. Bonjour Didier. Bonjour Marlène. Vous allez nous parler de votre travail artisanal de fabrication de balais en paille de sorgho. Exact. Alors on va commencer par la matière première. Vous êtes agriculteur au départ, oui. Maintenant à la retraite. Oui. Et vous transmettez le savoir-faire de cette tradition ancestrale. Du moins je le présente. Voilà, que vous avez appris avec votre père. Exactement. Alors parlez-nous de cette paille de sorgho. Elle est cultivée dans le sud, ici, sur les terres de Saint-Chapt, sur vos propres terres. Voilà. Je cultive moi-même cette plante que l'on retrouve sur tous les continents, aussi bien en Afrique, en Inde, en Amérique. Et elle est cultivée spécifiquement pour faire des balais de partout. D'accord. Et la récolte se passe à quelle période? La fin de l'été, je crois? Alors la récolte se passe en septembre et elle se pratique manuellement. C'est pour ça que... Il n'y a plus personne qui ose vraiment le faire. Voilà, c'est vraiment pénible. Et comment l'idée est venue à votre père de fabriquer des balais alors? Quand il était tout jeune, il élevait des petits oiseaux et lui donnait justement de ces graines à manger. Et quelques graines perdues dans le sol ont donné naissance à ces plantes. Et il a vu que sur le marché d'Arles, il y avait quelques agriculteurs qui, avec une poignée juste serrée avec un fil de fer, une poignée de paille, faisaient une balayette. Il suffisait d'y mettre une branche d'arbre pour faire un manche. Et il vendait des balais. J'ai dit, mais pourquoi ne pas le cultiver spécialement pour ça? Et puis il a commencé comme ça, doucement, pour s'amuser. Et puis après, progressivement, il en a fait son métier. Alors on va justement voir avec vous toutes les étapes de fabrication de ce balai. Exactement. Alors on commence donc par ça. J'imagine qu'après on les graine. Voilà, il faut tomber la graine. Ça tombe assez facilement avec la batteuse qui est juste à côté de nous. On va peut-être la démarrer et la faire fonctionner. Eh bien allons-y, on vous suit. Alors c'est du rustique. Donc là le principe c'est que vous enlevez justement la tête, au bout les graines. Et on garde justement tous les petits supports des graines qui font le balayage fin. D'accord. Si je tape trop fort, on va avoir des bâtons un peu comme ça. Là, c'est une souris qui est passée par là. Hein. Mais l'idéal, c'est d'avoir un balayage fin. D'accord. Et après, les petits morceaux qui restent, vous les enlevez à la main? Non, en général, ils sont creux. Ce qui reste, c'est creux. D'accord. Donc, ça ne gêne pas du tout pour le balayage. Voilà. Alors, l'étape suivante... On va les faire sécher. Ça va être les tubes. Les tubes. Là, elles ont séché sur le champ. Après, il va falloir les mouiller parce que je suis un vannier. Il faut travailler humide. Alors là, on va l'amener à l'étuve. Alors, l'étuve, c'est par là? Voilà, l'étuve, c'est cette pièce. On humidifie donc. Voilà, je le trempe dans l'eau et ensuite, on le met à égoutter dans la chambre à gaz, l'étuve. Voilà, et je vais mettre dans cette casserole une poignée de soufre que je ferai brûler toute une nuit. Donc pendant 24 heures, ça va prendre des gaz. Les gaz de contact de l'eau vont se transformer en acide sulfurique qui vont assouplir les pailles et les désinfecter. Donc c'est toute une technique en fait de séchage, d'humidification. Voilà, tout l'art est de maintenir un taux d'humidité au moment où on en a besoin. C'est ça le but de votre travail principal. Voilà, c'est un des savoir-faire. Et voilà. Allez, direction l'atelier maintenant pour travailler la paille de sorgho. Voilà, on va la trier, la calibrer, les feuiller. Alors, vous commencez par l'effeuillage? Non, d'abord calibrage. D'abord calibrage. L'effeuillage arrive en dernier. Et on prend d'abord les plus belles pailles que l'on aligne au nœud de paille, comme on dit. Alors les plus belles, c'est lesquelles? C'est les plus longues. Ce sont les plus longues. Hein. Voilà. Alors là, je vais venir couper ici. Les cannes, je réserve des tronçons pour tout à l'heure fabriquer les balais. Alors toutes les parties servent. Tout sert. Tout sert. Enfin, il y a quand même beaucoup de déchets, hein, parce que par terre, c'est très salissant. Mais même les déchets ne sont pas perdus puisqu'ils retournent dans les champs sous forme de compost. La culture du sorgho se fait aussi dans un cadre environnemental écologique? Je fais ça d'une manière le plus possible naturelle. Et bon, cette année, je vais essayer de ne pas désherber. C'est-à-dire pas mettre de produits de traitement. On verra bien s'il n'y a pas trop d'envahissement.
Alors on va les amener à la machine là-bas, celle-là. Voilà, ça sera pour tout à l'heure, pour couvrir les balais. Nous allons commencer par créer l'âme du balai. Cette âme qui est à double sens, l'âme structure et l'âme que je lui donne par mes mains. Donc on va d'abord créer la machine. Donc c'est un nom particulier cette machine? C'est une monteuse. Une monteuse, d'accord. Voilà. On met les manches. Voilà, j'ai déjà mis un clou, un fil de fer, le manche, et à la finition, tout va se serrer ensemble. Donc on va commencer par mettre un peu de paille. Première couche de paille. Un peu de calosse. Ce qui va permettre de maintenir... C'est ça, c'est ce qui donne le volume et la forme du balai. On remet un peu de paille. Et on ferme. La presse comprime tout. On rajoute un coup dessus. Et la machine va faire monter le clou de dessous et enfoncer le clou de dessus. Voilà. La structure est fermée. On taille les épaulements pour que les pailles qui vont arriver par-dessus s'appliquent sans casser. Alors là, nous allons passer à la couverture, l'habillage de l'âme du balai. Avec cette autre machine. Ah voilà, alors ça c'est une couvreuse. Alors toutes ces machines ont été fabriquées par un artisan qui a fabriqué d'abord des machines pour lui-même et après les a fabriquées pour d'autres artisans. Monsieur Arnoux de Courthézon. Alors, ce sont les pailles les plus belles qui arrivent là. Et encore là, c'est encore la première qualité et les plus belles vont arriver pour couvrir le tout. On garde les plus belles pour le dessus. Voilà, mais tout en leur qualité. De la longueur, de leur couleur, de leur absence de défaut. Donc là, c'est le balai traditionnel. Et le manche, il est en quoi, justement? Alors, le manche, je le fais venir des Landes. Et là, le pin des Landes pousse très vite. Donc, il n'y a pas de nœud. Donc, c'est plus solide. Ben oui, c'est plus solide. Et c'est quand même léger. Avec le couteau, quand vous tapez, c'est pour serrer un peu plus. C'est pour que le fil de fer écrase bien la paille, que ce soit plus solide. Et là, maintenant, on va faire la pomme. Avec le fil de fer, avec un clou. La pomme, parce que ça a une forme un peu arrondie. Voilà, pomme, on appelle ça aussi une poire. Maintenant, il faut qu'il sèche un petit peu les... Ah non, on va d'abord poser les coutures. Pour en arriver là. On les fera sécher après. Il faut profiter qu'ils soient encore humides pour pouvoir poser les coutures. Là, c'est la fileuse. On appelle ça couramment, la machine à coudre. Alors, rouge et bleu, ce sont les couleurs traditionnelles? C'est les couleurs que mon père avait choisies, et parce que sinon on pouvait avoir du vert également. Là, c'est la marque de fabrique du cerf. Un peu, mais enfin, c'est assez traditionnel. Et au départ, dans les années 50, mon père a fait venir sa première machine à coudre de Baltimore. Il avait commandé là-bas, parce que là-bas il y avait un grand pool de fabrication et de balais et de machines à coudre. Et donc il a fait venir sa première machine. Elle est arrivée en pièces détachées. Et évidemment, tous les plans étaient écrits en américain. Et dans les années 50, trouver quelqu'un pour traduire, avec son ouvrier, ils ont passé tout un hiver pour la construire. Et il est resté encore des caisses de pièces neuves, on ne sait pas à quoi elles servent. Mais je m'en suis servi très longtemps. Bon. Alors, une autre machine pour un autre geste. Voilà, c'est la peigneuse rogneuse.
qui permet de faire la finition des pailles, bien finir de les aligner, enlever des quelques petits grains qui auraient pu être oubliés au peignage. Et puis... Donc là, c'est plus pour l'esthétique finalement. Voilà, c'est pour l'esthétique. Et là, une coupe au bol. Et vous vérifiez à chaque fois qu'il tient debout ou pas du tout? Non. Mais en général, ils vont tenir debout, hein, c'est obligé. C'est obligé, parce que c'est bien droit, ouais. Vu la quantité de paille, ils sont obligés de tenir debout. Alors dans votre gamme, il y a aussi le tout petit. Voilà, ce que j'appelle la bouture. Quand je dis... Il va servir à quoi alors celui-ci? C'est pour la poussière? Alors c'est pour... Alors celui-là, il m'a été... J'ai eu de gros problèmes avec Bernard Pivot à cause de lui. Ah. Et oui, pour la dictée. D'un côté, on peut écrire et de l'autre côté, on peut balayer les fautes d'orthographe. Donc, il m'a dit, c'est pas bon, pour la dictée de Pivot, on ne peut pas s'en servir. Interdiction de faire la publicité. Cadeau? Merci. Bon, je ne fais pas de faute d'orthographe, donc j'aurais pas besoin de les effacer en fait. Vous avez la chance, moi il me faut une pelle. Et voilà, le crayon de balai. Je suis à Arfond, je vais à la rencontre de Joël De Smet. Bonjour. Bonjour. Fondeur d'art. Absolument. Et d'ailleurs, votre nom, qu'est-ce que ça veut dire, De Smet? Ça veut dire fondeur d'art. En flamand. Ça veut dire forgeron, fondeur d'art. Vous étiez prédestiné. J'étais un peu prédestiné, ou je suis revenu à ce pourquoi j'étais prédestiné. Voilà, bienvenue chez Arfond. Merci beaucoup. On va parler avec vous de ce métier ancestral. Oui, absolument. C'est un métier qui existe depuis quelques millénaires. 4500 avant Jésus-Christ, c'est les Chinois. Après, on a trouvé les Égyptiens, les Grecs, et la tradition continue. C'est un peu modernisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fondeur d'art. Vous avez quelques exemples de ce qu'on peut faire. Nous travaillons un format assez spécifique, c'est-à-dire nous partons du bijou pour aller jusqu'à 2,50 m. Donc l'échantillon que vous avez là sont des pièces qui sont en attente de livraison d'artistes régionaux. Donc elles sont terminées, ces pièces. Elles sont patinées, certaines sont soclées. Vous pouvez les avoir aussi non patinées, non soclées, selon ce que vous souhaitez réellement. Et derrière, vous avez des plâtres que nous avons tirés dans les moules, à partir desquels nous tirons les cires, puisque nous travaillons à la cire perdue. C'est en fonderie d'art, vous pouvez avoir... Voilà, exactement. Vous pouvez travailler au sable ou à la cire perdue, et nous travaillons exclusivement la cire perdue. Je vais vous montrer, je vous accueille. Nous avons une technique spécifique qui nous permet de faire des choses très fines, je vous montrerai tout à l'heure. Nous sommes dans l'esprit du petit atelier Renaissance, c'est-à-dire que nous sommes capables de couvrir l'ensemble du processus avec une certaine affection et la volonté de donner au client le service, le conseil technique, la capacité pour lui d'avancer dans son expression artistique. Donc c'est une relation qui est assez fusionnelle et très complice, ce qui fait que la majorité de nos clients sont nos amis, le sont devenus. Fusionnel, fusion, hein. Oui, voilà, on est dans le bon univers. Voilà, donc une fois que nous lançons le processus, nous faisons un moule en silicone qui est rigidifié par une chape en résine ou en plâtre, et nous tirons une cire, puisque nous travaillons en cire perdue. Et le geste constitue à donc tremper son pinceau dans cette gamelle de cire et à donc estamper, en tapotant comme je le fais, sur toute la surface, et d'en tirer une épaisseur de 2 mm, de refermer le moule. Et les bleus, c'est vous qui avez choisi la couleur? Le bleu, c'est une question de lisibilité, parce qu'après, il faut retoucher la cire. Si on travaille avec des cires rouges, ça finit par vibrer, et les cires bleues ont tendance à apaiser le regard. Donc c'est choisi volontairement? C'est choisi volontairement. La constitution de la cire est une chimie spécifique. Il faut savoir que chaque fondeur a développé sa propre technique, avec ses propres produits, son propre savoir-faire.
à mesure de son travail régulier, de ses expériences, de ses interrogations, de ses discussions avec d'autres fondeurs. C'est au lieu-dit Les Codes, à Castillon-du-Gard, que Joël a choisi d'installer son atelier. Et les codes de bonne conduite ne manquent pas ici. Exigence, respect du matériau, minutie, force et patience aident à maîtriser l'art de la fonte. Deux passionnés, Joël le patron et Michael, se répartissent les tâches dans l'atelier. Il est totalement opérationnel. Je dois même dire que dans certains domaines, il est beaucoup plus compétent que moi. Et nous avons une complémentarité qui est parfaite. Ce que j'adore faire, il déteste le faire. Ce qu'il fait, je déteste le faire. Donc on est en osmose. Voilà. Du coup, vous servez du modèle qui est là devant vous. Et l'idée, c'est effectivement que la reproduction bronze soit la plus fidèle possible de l'œuvre originale. Donc il faut revenir sur ces petits détails qui vont faire la différence. Vous voyez, les paupières sont très nerveuses. Donc il faut travailler avec une cire qui est très nerveuse, mais vous voyez ici, il y a un petit trou, donc il faut le boucher pour que ce soit vraiment parfait. Et c'est là que vous voyez les qualités de bronze, dans la nervosité et dans la finesse de détail. Alors une fois qu'on a fait donc ce travail d'estampage, de retouchage de cire, on fait la partie grappage, qui est une partie un petit peu plus au frais, c'est ça ? Un petit peu plus au frais. Donc bienvenue dans le frigo. Ah oui, je vous laisse passer. Tout de suite, ça change de température. Voilà, les cires à 23 degrés ont tendance à se ramollir, ce qui est un peu incompatible avec la nervosité dont je vous parlais. Et à 13 degrés, elles ont tendance à se briser, ce qui pose d'autres problèmes. Donc nous sommes sur une température constante entre 15 et 17 degrés. Le travail consiste à faire une cage, que vous voyez ici. Et dans cette cage, nous mettons les différents éléments que nous souhaitons tirer. Alors ici, c'est un travail très spécifique. C'est un travail pour un artiste belge qui s'appelle De Sutter et qui tire chez nous des éléments qui sont ses petites mains avec ses doigts extrêmement fins qui font moins d'1 millimètre et qui participent de l'élégance de la sculpture. Donc il travaille en tronçonné, il coupe les éléments. Une partie est faite dans une fonderie et une autre partie est faite chez nous. Donc nous avons à faire cette partie de finesse, de petits détails, qui demande une technique qui est très très proche de la bijouterie en réalité. On est là non seulement pour reproduire l'œuvre, mais pour la sublimer, c'est-à-dire arriver à débusquer derrière l'œuvre l'intention, bien comprendre où veut mener l'artiste, où il veut en arriver avec son œuvre. Créé en 2005, membre des Fondeurs de France, Arfond travaille exclusivement à la cire perdue par dépression. Et ici, chaleur humaine rime avec chaleur ambiante. Il fait chaud, le thermomètre dépasse les 40 degrés. C'est donc de bonne heure et de bonne humeur que les fondeurs démarrent leur journée à 5 heures pétantes. Alors le principe de la fusion, comment ça se passe? Voilà, alors une fusion, il y a deux grands moments. Il y a un premier moment qui est préparation de la fusion. Pour préparer la fusion, donc on met du bronze, qui est du bronze titré chez nous, puisque pour avoir l'appellation bronze d'art, vous devez pouvoir prouver, avec un certificat d'authenticité, que le bronze que vous utilisez a au minimum 65% de cuivre. D'accord. Chez nous, il a 95% de cuivre. Pour une raison simple, c'est que à ce taux de cuivre, il ne rompt pas, donc il se torse. Et ensuite, pour les patines, il donne une profondeur de patine absolument magnifique. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on utilise du bronze titré, plus la raison de la garantie. Voilà, alors ce qu'on fait, on prend les lingots. Bon, ça c'est un lingot assez léger. Hein, et on charge le four. Nous ne verrons et ne montrerons pas plus d'images de l'art de la fusion, car Joël De Smet, comme chaque fondeur, possède sa propre technique acquise au fil des années d'expérience et garde précieusement les secrets de son art.
la dernière étape. Entre-temps, on a retiré le plâtre et on retrouve nos pièces grappées. C'est-à-dire que tout ce que nous avions en cire, nous le retrouvons en bronze. Voilà un exemple. Hein. Voilà, donc vous avez la pièce brute en plusieurs morceaux. Donc on va couper tous ces morceaux, on va les ajuster, on va les microbiller, on va reboucher tous les trous, on va reprendre les états de surface nécessaires, on va la remonter et on va la ciseler, la nerver. Et après l'entretien du bronze, une fois terminé? Une fois qu'il est patiné, il va avoir tendance à s'assombrir, à s'oxyder. Il y a deux techniques, soit on laisse s'oxyder naturellement et on va avoir un jeu de profondeur qui va venir avec le temps, mais qui est aussi lié un peu au hasard. Soit on veut stopper cette oxydation et là on met un voile de cire par-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, ça va se ternir. Donc il faut, chaque année, remettre un petit peu de cire, surtout pas de la cire en bombe ni du dépoussiérant ménager. Il faut y aller avec un peu d'huile de coude et beaucoup d'amour et caresser régulièrement la pièce qui est vivante. Il est évident qu'on fait ce métier-là aussi avec la volonté de transmettre un certain état d'esprit, une certaine manière de voir le monde, une philosophie de vie pour ses enfants et ceux qui viendront par après. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'argent à tout prix, des vues à court terme, et ça c'est un métier qui est à peu près incompatible avec l'argent à tout prix et la vue à court terme. Alors on est un peu à contre-courant, mais ceux qui résistent en tout cas, animés par le feu de leur passion, font, je crois, leur devoir au-delà du fait de nourrir une famille. Donc allier les deux, je trouve ça assez excitant, même si c'est pas simple tous les jours. Hein. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de très enthousiasmant. Ouais. De belles vibrations en tout cas ici. Merci beaucoup Joël. C'est moi qui vous remercie.